Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour l'actu politique de la semaine. Cette semaine, il y a 4 thèmes dont j'ai envie de vous parler. D'abord de cette affaire incroyable, une affaire d'État qui concerne Tracfin, une agence de Bercy qui cherche les problèmes financiers, qui s'en est pris à Carlos Martins Bilongo, député de la France Insoumise. Et c'est un scandale d'État dont personne ne parle, donc je décide d'utiliser mes réseaux sociaux pour en parler et pour faire connaître cette information. Deuxième sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est de l'attitude du Rassemblement national sur les questions budgétaires, parce que on a la démonstration que le RN est en train de finir sa mue macroniste sur le plan de la politique économique, sa mue libérale, en défendant les plus riches et en présentant un contre-budget qui est de la soupe, puisqu'ils mettent dedans une mesure pour laquelle ils prétendent faire 7,7 milliards d'euros d'économies, et en réalité, ça m'étonnerait qu'ils les trouvent. Troisième sujet dont j'ai envie de vous parler, c'est du budget lui-même, parce que alors là, ça devient un budget Frankenstein ou un budget patchwork ou ce que vous voulez, c'est un budget impressionniste dans lequel finalement personne ne s'y retrouve et je vous en parlerai en détail. Quatrième et dernier sujet, je vais vous parler de la Kanaki Nouvelle-Calédonie parce que c'était un des grands sujets de la semaine et je pense que pareil, on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias, donc il me semble que ça peut être utile pour vous d'avoir des arguments et de comprendre quelle est cette situation particulière à laquelle on fait face. Mais avant de commencer, plusieurs petites choses. D'abord, se féliciter d'une victoire que nous avons obtenue à l'Assemblée nationale avec l'inscription du consentement dans la loi sur la question du viol, parce que c'était un serpent de mer que cette question, et nous l'avons obtenue cette semaine par un vote ultra majoritaire de l'Assemblée nationale. Les seuls à s'être opposés, c'est le Rassemblement national et le groupe UDR, c'est-à-dire les ciotistes, ceux qui sont alliés à Marine Le Pen. Mais nous avons obtenu cette belle victoire. Désormais, la notion de consentement est inscrite dans la loi et donc c'est une avancée majeure sur ce sujet-là. Deuxième chose dont j'ai envie de vous parler avant de commencer, c'est d'un projet qu'on a avec mon équipe depuis un petit moment. On veut traiter les idées reçues sur la France insoumise parce que j'en ai ras-le-bol d'entendre dire que la France insoumise, je sais pas quoi, n'aime pas la France, que la France insoumise est islamiste, que la France insoumise n'aime pas la police, ce que vous voulez. En tout cas, j'en ai ras-le-bol d'entendre des idées reçues sur la France insoumise. Donc, on va les traiter une par une. Et c'est pour ça que je vous en parle en début de vidéo. Je vous invite à me dire en commentaire quelles sont les idées reçues sur lesquelles vous êtes le plus souvent interrogé. Ça me sera utile. Regardez quand même un petit peu s'il n'y en a pas qui ont déjà parlé des idées reçues auxquelles vous pensez. Mettez un petit pouce peut-être pour aider à sélectionner lesquelles on traite en premier. Mais voilà, on va essayer de faire ça avec mon équipe et de publier des vidéos régulièrement avec évidemment une vidéo par thème. Comme ça, en plus, ça vous permettra de l'envoyer aux gens qui vous disent des choses. Vous pourrez leur dire, tiens, bah, tu dis ça, hop, récupère-toi la vidéo qui a été faite par Léo Mans sur sa chaîne YouTube. Je t'envoie le lien. On va commencer. Avant, je vous invite comme d'habitude à vous abonner à ma chaîne en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche. Et je commence avec mon premier thème, cette affaire d'État. Tracfin est soupçonné d'avoir bidonné une note sur un député, en l'occurrence Carlos Martins Bilongo, pour plaire aux Émirats Arabes Unis. Alors là, on est dans le dur du dur d'une affaire d'État qui implique une ingérence étrangère, une agence de l'État liée à l'exécutif et à Bercy, c'est-à-dire au ministère des Finances, et un député de la République française, Carlos Martins Bilongo. Quelle est cette histoire? Peut-être que vous vous en souvenez. Il y a quelque temps, mon collègue et camarade Carlos Martins Bilongo a été d'un seul coup dans une prétendue affaire financière qui émanait d'une note de Bercy et dans laquelle, en gros, on l'accusait d'avoir des irrégularités dans son paiement des impôts pour un montant total de 200 000 euros. C'était ça l'histoire. Et puis, ils avaient à ce moment-là parlé aussi d'un compte qui serait dans les pays de l'Est. Et tout ça avait le soupçon du mystère. Et tout ça avait l'odeur du soupçon. Et donc, c'était assez facile sur les plateaux télé, sur les journaux, de salir la réputation de Carlos Martins Bilongo en disant qu'il avait fraudé le fisc et qu'il avait en gros pas déclaré toutes les sommes qu'il aurait dû déclarer aux impôts. Ça, c'était il y a 2 ans, on était en 2023, et c'est le hasard, mais c'était tombé le jour même de la sortie de son livre Noir français, dans laquelle il raconte son expérience de député noir de la République française. Et d'ailleurs, si vous voulez apporter votre soutien à Carlos, eh ben, c'est le moment d'acheter son livre, je vous invite à le faire, ça sera un juste retour des choses par rapport à cette histoire qu'il a vécue. Donc Carlos fait la campagne, enfin commence la promotion de son livre, et puis à un moment donné, il apprend par BFM, qui l'appelle, qu'il est soupçonné par Tracfin d'avoir sous-déclaré de l'argent aux impôts. Alors vraiment, Carlos découvre cette histoire
par BFM TV. Il contacte rapidement son comptable, il essaye de trouver quelles sont les choses qui sont évoquées à partir de cette note de Tracfin. Tout est en règle de son côté. Et puis, il comprend assez rapidement que le prétendu compte des pays de l'Est, en fait, c'est un compte Revolut, c'est-à-dire une banque qui est une banque en ligne et qui se trouve et installée, je crois, en Lituanie. Et donc, c'était ça le prétendu. Et il avait 106 euros, 106 euros sur ce compte-là. Et donc, c'est ça le fameux compte dans les pays de l'Est de Carlos Martins Bilongo. Et puis, quand il va devant le tribunal, parce que cette histoire est portée devant la justice, quand il va devant le tribunal, eh bien, le tribunal a finalement classé sans suite, c'était en janvier 2025, donc au début de cette année, le tribunal classe sans suite les affaires sur Carlos Martins Bilongo. Alors, quel est le problème dans tout ça? C'est que Tracfin a donc porté devant la justice une affaire qui concerne un député de la République française. Déjà rien que ça, normalement c'est quelque chose d'un peu particulier. Parce que Carlos, il se trouve que c'est ce qu'on appelle une personnalité sensible. C'est-à-dire que normalement, eh bien, ça ne se règle pas directement devant la justice compte tenu du fait que c'est un député. Normalement, il y a des règles. Pour une fraude de moins de 50 000 euros par an, quand il y a une personnalité sensible, on transmet ça à la Direction générale des finances publiques et non pas à la justice. Or là, eh bien, le cas de Carlos, on en était à 40 000 euros d'anomalie par an sur 5 ans. Donc normalement, ça ne devait pas être transmis à la justice, ça devait d'abord être transmis à l'administration fiscale pour essayer de comprendre, résoudre ce problème-là. Donc, Tracfin a envoyé à la justice, alors que dans les règles qui sont celles habituelles de Tracfin, on n'envoie pas directement à la justice. Mais vous voyez bien comment ça fonctionne. Il suffit d'envoyer devant la justice, soupçon de fraude, de détournement. Il suffit d'envoyer devant la justice, soupçon de il n'a pas bien déclaré ses impôts, allez boum, il se fait aligner et la condamnation médiatique suffit. La condamnation médiatique est finalement plus importante que la condamnation juridique, puisque la condamnation juridique n'existe même pas à la fin, et que la condamnation médiatique, dans le tribunal médiatique dans lequel par ailleurs vous n'avez pas le droit de vous défendre, eh bien suffit à salir la réputation et l'honneur de quelqu'un. Mais attendez, c'est pas tout. C'est que normalement, Tracfin ne peut pas s'autosaisir. Or là, ben, il n'y a pas eu de saisie connue et identifiée. Alors, il y a quelque chose qui, par contre, étonne. C'est que Carlos Martins Bilongo, il a été la cible des Émirats Arabes Unis pour avoir dit que, bon, faire la COP 28 aux Émirats Arabes Unis et puis dire que le représentant des Émirats Arabes Unis présente cette COP 28, c'était un petit peu particulier compte tenu des faibles engagements écologiques des Émirats Arabes Unis. Il a dit que c'était un petit peu grossier comme manière de faire. Et à partir de là, les ennuis ont commencé. Et il se trouve que les Émirats Arabes Unis, eh bien, potentiellement, auraient eux-mêmes mis en place un service, notamment en lien avec un cabinet de conseil suisse, pour aller faire une déclaration du coup frauduleuse auprès de Tracfin. Cette histoire n'est pas finie, soyez-en sûrs, car le journal qui a sorti cette histoire, qui s'appelle L'Informé, y met partie 1. Donc je pense qu'il va y avoir une partie 2. Et à mon avis, ça ne va pas être très beau pour les services de l'État et pour Tracfin en particulier. Donc là, vraiment, une affaire d'État, un scandale d'État. Carlos s'interroge à l'Assemblée nationale pour savoir si on trouve ça normal qu'une puissance étrangère puisse manipuler les services de Tracfin, les services de l'État, pour salir un député de l'opposition. Question au gouvernement sur ce sujet. Réponse d'Amélie de Montchalin, la ministre. Circuler, il n'y a rien à voir. Et merci à Tracfin pour tout le travail qu'ils font. Voilà. C'était ça le résultat. Eh bien moi je vous dis, cette histoire n'est pas finie, c'est un scandale d'État et comptez sur nous pour rien lâcher sur ce sujet-là. Et si vous voulez faire un petit plaisir à Carlos, achetez son livre. Tiens, ça sera une bonne revanche par rapport à cette histoire-là. Deuxième sujet dont je vais vous parler, c'est du RN complice sur le budget macroniste. Comme vous le savez, on a déjà commencé l'examen du budget à l'Assemblée nationale. Et d'ores et déjà, dans la commission des finances, on a pu avoir un certain nombre d'enseignements sur les comportements des uns et des autres vis-à-vis de ce budget. Alors déjà, commençons par dire que le budget Le Cornu, c'est une horreur. Vous avez peut-être entendu parler des pires trucs. Pour moi, le plus choquant, c'est l'histoire du fait qu'ils veulent
taxer les personnes qui ont des affections de longue durée. En gros, leur faire perdre jusqu'à 850 euros par an pour les personnes qui sont atteintes, par exemple, d'un cancer. Tout ça est, je trouve, écœurant et dégueulasse, mais c'est comme ça qu'on pense en Macronie. Il vaut mieux punir les malades que faire participer à leur juste mesure les plus riches de ce pays. Bon, ça, c'est la logique dans laquelle sont les macronistes. Mais jusqu'à présent, le Rassemblement national, ils avaient adopté une attitude qui était: bon, on essaye quand même de donner l'impression que sur certains sujets, eh bien, on est plus proche d'une politique sociale, on va dire, que d'une politique libérale. Ça, c'est la version RN des années jusqu'à 2022, parce que depuis 2022, le RN est dans une lente pente qui l'amène petit à petit à se rapprocher de la droite et des macronistes sur les questions économiques. Ça ne veut pas dire qu'avant, c'était l'extrême droite sociale, ça n'existe pas l'extrême droite sociale, mais ça veut dire qu'avant, ils faisaient mieux semblant et que maintenant, ils font plus semblant. Alors, je peux vous dire que quand ils font plus semblant, ils y vont franco. Et je vais vous donner quelques éléments sur lesquels le Rassemblement national et les macronistes ont voté ensemble, tandis qu'évidemment, la France insoumise votait contre. Premier élément, la taxe Zuckman. Alors, vous en avez déjà désormais entendu parler. La taxe Zuckman, c'est ce fameux impôt de 2% minimal qui n'est pas, contrairement à ce qu'il raconte, un impôt sur le patrimoine, c'est un impôt sur les revenus, mais de telle manière à ce que, y compris les plus riches de notre pays, payent au moins 2% rapportés à leur patrimoine. Parce qu'aujourd'hui, les plus riches de notre pays, rapportés à leur patrimoine, ils paient moins d'impôts que les plus pauvres de notre pays. Et c'est pas normal parce que les pauvres ont très peu de patrimoine alors que les riches ont beaucoup de patrimoine et que donc, en proportion, ils devraient logiquement payer davantage d'impôts. Et pour bien éclaircir ce que c'est que cette taxe Zuckman, en gros, c'est que l'ensemble des impôts que vous payez déjà est pris en compte sur cette taxe Zuckman. Par exemple, si l'ensemble des impôts que vous payez déjà vous amène à payer l'équivalent de 1,7% de votre patrimoine, et ben on complète avec une taxe supplémentaire qui va prendre les 0,3% qui manquent pour aller jusqu'à un équivalent de 2% de votre patrimoine. Ça, c'est un impôt supplémentaire qui est concentré sur les plus riches de notre pays. On parle, accrochez-vous, hein, on parle de 1800 foyers fiscaux, ça concerne 4000 personnes. Ça va, hein, les foyers fiscaux qui ont un patrimoine supérieur à 100 millions d'euros, je veux dire, on peut les plaindre, mais on peut aussi se dire que c'est le moment qui participe un petit peu à l'effort de notre pays. Eh ben non, pas pour le Rassemblement national et pas pour les macronistes. Ils ont voté contre, ensemble, sur cette taxe Zuckman. Ils ont également voté contre le rétablissement de l'ISF. Ils ont voté contre la suppression de la flat tax, c'est-à-dire cet impôt plat qui vient taxer de la même manière les revenus financiers et qui bénéficie du coup à ceux qui font les plus grands revenus financiers, parce que quand vous faites une flat tax, ils vous disent non mais c'est égalitaire parce que tout le monde paye pareil. Ben non, c'est justement ça le principe d'un impôt pas progressif. Un impôt progressif, il vient taxer chaque tranche de manière supérieure pour que les plus riches payent davantage, parce que sinon si vous faites l'impôt à tout le monde à 20%, vous avez l'impression comme ça que c'est égalitaire, mais vous allez sacrément y perdre si vous êtes dans les classes les plus populaires, parce que vous n'allez plus avoir une juste répartition de l'impôt qui va se porter sur les tranches supérieures. Et puis je continue sur la taxation des super héritages, c'est pareil, et le RN et les macronistes ont voté ensemble. Sur la hausse de la contribution des grandes entreprises, ils ont voté ensemble, ils ne sont pas d'accord pour la hausse. Et sur une augmentation de la contribution exceptionnelle sur les très hauts revenus, pareil, le RN s'est mis du côté des macronistes pour défendre les plus riches. Alors là, vous avez désormais la démonstration, si tant est qu'il vous en fallait encore, que le Rassemblement national fait une politique au service des plus riches. Mais du coup, comme ils sont dans une stratégie de séduction vis-à-vis de l'électorat de droite traditionnel, ce qu'ils essayent de faire, c'est d'avoir l'air raisonnable. Et quand vous voulez avoir l'air raisonnable, ce qu'il faut faire, c'est dire deux choses. D'abord, vous n'allez pas augmenter les impôts, première chose qu'il faut dire. Et deuxième chose qu'il faut dire, et en l'occurrence, pas augmenter les impôts des riches. Et deuxième chose qu'il faut dire, c'est vous allez faire des économies. D'accord ? Ça, c'est les deux trucs à dire si vous voulez avoir l'air raisonnable. Nous, du coup, vous voyez comment on est déraisonnable. On veut augmenter les impôts sur les plus riches, les baisser sur les plus pauvres, augmenter la dépense de services publics et s'il y a des économies à faire, les faire sur les niches fiscales inutiles, sur les aides aux grandes entreprises qui sont inutiles, sur les niches qui sont polluantes, par exemple, parce que ça existe aussi. Bref, vous voyez à quel point on est irresponsable. On veut faire une politique au service de l'intérêt général et pas au service des plus fortunés. C'est irresponsable comme manière de faire de la politique. Mais donc, comme le RN
est un parti qui a choisi d'être responsable, c'est-à-dire au service des riches, eh bien, ils sont bien obligés, vu qu'ils ne veulent pas taxer les riches, ils sont bien obligés d'essayer de trouver un petit peu d'argent ici ou là. Alors évidemment, ils mettent le paquet contre les immigrés, en prétendant pouvoir récupérer 12 milliards sur l'immigration avec des mesures qui sont totalement anticonstitutionnelles. Je vous donne un exemple. Ils veulent faire une différence entre les salariés qui sont payés au SMIC en fonction de s'ils sont français ou s'ils sont étrangers. Parce que quand vous êtes un salarié au SMIC, vous avez droit à un complément de revenu qui vous permet d'avoir une augmentation de votre revenu. Mais par contre, si vous êtes étranger, eh bien, vous n'aurez pas le droit à ce complément de revenu. Eh bien ça, c'est de la discrimination. Enfin, les gens qui disent parfois « Ah, mais pourquoi vous dites sans arrêt que le RN est raciste ou xénophobe ?» Bah là, vous avez une démonstration. C'est-à-dire faire un traitement différencié entre les étrangers et les Français sur la question des personnes qui travaillent et qui sont payées au SMIC. Ça veut dire que les étrangers qui travaillent, ils payent des cotisations. Hein. Donc normalement, ils ont droit aux mêmes avantages que l'ensemble des Français. Et s'ils payent les cotisations, on ne voit pas bien pourquoi ils seraient privés des avantages qui vont avec leurs cotisations. Mais non, pour le Rassemblement national, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, en gros, on leur fait payer des cotisations, mais sur des avantages auxquels ils ne vont pas avoir le droit. Et après, vous venez nous dire que c'est pas raciste comme politique. Ben, je ne sais pas ce qu'il vous faut, mais alors là, on est en plein dedans. Mais moi, je vais vous parler d'un truc bien précis. C'est la baisse sur les agences et opérateurs. Et avec ça, ils espèrent récupérer 7,7 milliards d'euros. Ah, c'est très intéressant. Sauf qu'il se trouve qu'il y a eu un rapport sénatorial et qui n'était pas fait par un bolchevique, qui était fait par une sénatrice LR. Et cette sénatrice LR, ils étaient arrivés tambour battant en disant qu'ils allaient faire plein d'économies en supprimant tout un tas d'agences qui servent à rien, etc., etc. Et au final, elle trouve combien d'économies possibles à réaliser sans diminuer le niveau des services publics dans notre pays, sachant qu'en plus, elle a eu la main large, hein, parce que c'est une sénatrice LR. Donc, t'inquiète qu'ils ont raboté au pied de biche presque déjà les sénateurs LR. Et bien, à la fin, ils trouvent 500 millions d'euros. 500 millions d'euros. Et Madame Le Pen, elle en trouve 7,7. Alors, 7,7 milliards. Alors bon... comment vous dire que j'aimerais bien savoir ce qu'elle veut supprimer comme agence, Madame Le Pen. Et vous savez quoi? C'est pas indiqué. Hein? C'est pas indiqué. À la fin, vous avez un tableau comme ça du budget du Rassemblement national. Mais dans le tableau, la suppression des agences, c'est une ligne. C'est une seule ligne. Suppression des agences, c'est une seule ligne. C'est pas là, vous avez le détail des agences. On va supprimer l'ONF, on va supprimer je sais pas quoi. C'est pas, ils vous expliquent ce qu'ils vont faire. Non, non. C'est une seule ligne et vous avez absolument aucun détail. Et ça, c'est la magie d'être au Rassemblement national. Vous pouvez raconter n'importe quoi sans arrêt. Et les médias ne vont pas vous interroger de manière précise en disant quelle agence vous supprimez. Vous inquiétez pas que si nous, on disait qu'on allait supprimer 3 agences sans dire lesquelles, on nous dirait mais quelles agences vous voulez supprimer? C'est les 3 quelles? Et combien ça rapporte? Et combien ça coûte dans le budget de l'État? Eh bien, le Rassemblement national, non. Donc, après tout, pourquoi s'embêter à avoir fait un travail de fond si le simple fait de raconter n'importe quoi suffit pour obtenir un résultat politique? Franchement, ils auraient tort de se priver. Et tant que les électeurs du Rassemblement national n'exigeront pas de leurs élus qu'ils soient précis sur les mesures et que ça vous suffira qu'on vous dise « Ah bah les immigrés et on va faire des économies sur les méchantes agences de l'État sans vous dire lesquelles », tant que vous accepterez qu'on vous prenne pour des imbéciles comme ça, eh bien, ma foi, il n'y aura aucun moyen d'avoir des réponses du Rassemblement national. Et on ne les aura que si d'aventure, mais j'espère que ça n'arrivera jamais, si d'aventure ils arrivent au pouvoir et qu'ils venaient nous dire « Bon, ben finalement, les 7,7 milliards d'euros, on ne va pas y arriver parce que toutes les agences sont utiles. » Je souhaite que ça n'arrive jamais, le moment où le Rassemblement national en serait dans cette situation-là. Mais vous inquiétez pas que si à un moment donné, ils arrivaient à être au pouvoir, ils devraient reculer sur énormément de choses, dont par exemple ces agences-là qui sont évidemment indispensables à la vie de notre pays. Je continue sur mon troisième thème, parce que tout ça nous amène à parler un peu en détail du budget. Et que se passe-t-il? Bah, c'est intéressant, parce que comme chacun arrive un peu ici ou là à faire passer des choses, mais en même temps pas tout, ça donne un budget qui est qualifié par beaucoup de budget Frankenstein ou de budget patchwork. C'est-à-dire que c'est des petites pièces mises comme ça les unes à côté des autres, mais sans cohérence globale, ce qui est normal quand vous avez des majorités qui peuvent varier d'un sujet à l'autre.
bilan des courses à la fin des fins en commission. On verra ce qui se passe en hémicycle, mais en commission, ont voté pour le budget le seul groupe EPR, tout seul. Ils ont voté pour le budget. Ça veut dire 11 députés et 37 autres députés ont voté contre. Et à l'intérieur des macronistes, même le MoDem et Horizon, c'est-à-dire les groupes macronistes, mais non directement rattachés à Macron et Gabriel Attal, les deux groupes macronistes de l'Assemblée se sont abstenus. Mais le RN a voté contre, le PS a voté contre, les Insoumis, évidemment, on a voté contre, les écolos ont voté contre, le groupe GDR a voté contre, c'est-à-dire les communistes. Se sont abstenus l'UOT, le MoDem et Horizon, et les seuls à avoir voté pour, c'est le groupe EPR, c'est-à-dire le groupe du Premier ministre. Bon, ça promet pas de bons résultats pour le passage en hémicycle. On va voir ce qui se passe. Mais si on en vient à cette situation-là, ça voudrait dire que sur la partie recette du budget, il y a un vote contre de l'Assemblée nationale. Alors que se passe-t-il si c'est ça qui se passe? Il y a un vote contre de l'Assemblée nationale sur la partie recette du budget. Pouf, ça s'arrête, l'examen du budget. C'est-à-dire qu'on n'examine pas la partie dépenses, parce que l'examen du budget, ça se fait en deux parties. On n'examine pas la partie dépenses et on envoie tout le budget au Sénat. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer au Sénat? Il y a une majorité LR, donc ça va être un budget de droite, et puis ensuite ça va aller en commission mixte paritaire, où vous avez, commission mixte paritaire, vous savez, c'est le truc avec 7 sénateurs et 7 députés qui sont censés représenter les équilibres de l'Assemblée nationale. Or, les équilibres de l'Assemblée nationale à l'intérieur de cette commission mixte paritaire, c'est les macronistes et LR qui sont majoritaires. Donc, il va sortir un budget de droite de cette commission mixte paritaire. Et s'il y a un budget de droite qui sort de la commission mixte paritaire, on va avoir une deuxième lecture à l'Assemblée nationale. Et s'il y a une deuxième lecture à l'Assemblée nationale, un des principaux risques vers lesquels on va aller, c'est que on se dirige vers un examen de budget trop long et que cet examen de budget trop long nous amène à faire des ordonnances sur le budget de l'État. Et c'est là un des grands enjeux, c'est est-ce que ce budget, il va y avoir un vote dessus à la fin, ou bien est-ce que le gouvernement va essayer de les faire passer par ordonnance? Je rappelle les délais. Pour le budget de l'État, si ce n'est pas examiné en 70 jours, c'est à partir du début de l'examen, donc 70 jours, ça nous amène octobre, novembre, décembre. Et pour le budget de la sécurité sociale, là c'est 50 jours, donc c'est encore plus réduit. Et pareil, si on n'a pas réussi à l'examiner dans les 50 jours, on arrive à un budget qui est fait par ordonnance, c'est-à-dire le gouvernement décide tout seul. Pour l'instant, on ne peut pas savoir vers quoi on va aller, mais on se dirige vraisemblablement vers un rejet du budget si on arrive à un vote et ou un passage du budget par ordonnance. Alors, quand même, si jamais on arrivait à un rejet du budget, qu'est-ce qui se passe? On fait une loi spéciale, comme on avait fait l'année dernière. Et la loi spéciale a fait quoi? Elle proroge le budget de l'année précédente. Donc c'est pas dramatique, parce que le budget de l'année précédente, il est moins pire que celui qu'ils essayent de nous proposer là, en essayant de vous faire les poches jusqu'au fond de ce qui vous restait là au fond de votre poche. Ils la retournent à l'envers, même ils sont prêts à découper au ciseau pour bien vérifier qu'il n'y a plus rien qui peut tomber de votre poche. Mais on en est là dans essayer de faire les poches au peuple pour garantir les cadeaux des plus riches. Quatrième et dernier sujet dont je voulais vous parler aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. D'ailleurs, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la chaîne et qui ne sont pas forcément abonnés. Donc, pensez à vérifier si vous avez bien activé la cloche. Mais le quatrième et dernier sujet dont je voulais vous parler, c'est de la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Pourquoi je vous en parle? Parce que c'est un sujet majeur et que malheureusement, on n'en parle pas dans les médias. Bon, pour vous faire l'historique rapidement. En 1998, la France reconnaît avec les accords de Nouméa une situation coloniale. Donc, à partir du moment où la France reconnaît une situation coloniale, en Kanaki Nouvelle-Calédonie, ça veut dire qu'il y a deux peuples. Il y a un peuple premier et il y a un peuple qui est arrivé plus tard, qui a imposé par la force ses lois. La situation de reconnaissance de cette colonisation fait que, à partir de là, on gèle le corps électoral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on renforce les droits du peuple premier au détriment du peuple qui est arrivé après. D'accord? Jusque-là, c'est logique. Et puis, la logique était que ceux qui s'installent après 1998, ils comprennent bien que c'est une situation coloniale et qu'on doit donc aller vers l'indépendance et vers un nouveau pays. D'accord? C'est ça la logique qui est derrière le gel du corps électoral. Il y avait dans les accords de Nouméa prévu le fait qu'on fasse un premier référendum d'autodétermination qui a eu lieu en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Il était prévu que si le vote était négatif pour l'accession à l'indépendance, il puisse y avoir un deuxième référendum qui soit convoqué. C'est ce qui s'est passé, il y a eu un deuxième référendum. Entre le premier et le deuxième référendum, la part de gens qui ont voté pour l'indépendance, on est passé de 43% à 47%, donc une hausse.
du vote en faveur de l'indépendance. Et puis, comme il n'y avait toujours pas de vote majoritaire pour l'indépendance, eh bien, les accords de Nouméa prévoyaient qu'il y ait un troisième référendum qui a eu lieu, mais qui a été boycotté par les indépendantistes pour une raison simple, c'était qu'on était en période de Covid, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient morts en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, et que dans ce type de période, il y a ce qu'on appelle un deuil coutumier, dans lequel on arrête les activités, toutes les activités, et a fortiori le fait de faire des élections et une campagne électorale. Donc les Kanaks et les partis indépendantistes avaient demandé à ce qu'il y ait un report de ce référendum pour qu'il puisse avoir lieu dans des conditions normales, c'est-à-dire en dehors du deuil coutumier. Ça n'a pas été écouté par ceux qui étaient au pouvoir à ce moment-là. Comme ça n'a pas été écouté, eh bien, les pouvoirs publics français macronistes, et il faut vraiment le penser comme ça, parce que c'est les macronistes qui ont décidé d'avancer à fond sur ce sujet-là, alors qu'il exige, vous voyez, du doigté, puis d'arriver à des positions consensuelles, eh ben, ils ont décidé de passer en force, et puis ils ont dit, bon, bah, puisqu'ils ont voté le troisième référendum contre l'indépendance, du coup, la Nouvelle-Calédonie, c'est français, et circuler, il n'y a rien à voir, il faut faire le dégel du corps électoral, et youpi, c'est fini. Oui, sauf que c'est pas tout à fait ça, en fait. Parce que dans les accords de Nouméa, hein, page 11 des accords de Nouméa, si vous allez sur Légifrance et que vous imprimez le truc, ça vous dit que tant que les consultations, c'est-à-dire les référendums, tant que les consultations n'auront pas abouti à la nouvelle organisation politique proposée, l'organisation politique mise en place par l'accord de 1998 restera en vigueur à son dernier stade d'évolution, sans possibilité de retour en arrière. Ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière et se dire « ouais, non, mais il n'y a pas de colonisation en fait ». Cette irréversibilité, c'est entre guillemets, étant constitutionnellement garantie. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas revenir en arrière. Et puis par ailleurs, ce qui était dit, c'était pas que l'Assemblée nationale imposait sa volonté à la Kanaki Nouvelle-Calédonie. Ce qui était dit, c'était que si la réponse au troisième référendum est à nouveau négative, si la réponse est encore négative à la troisième consultation, les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Les partenaires politiques se réuniront pour examiner la situation ainsi créée. Ça ne veut pas dire passage en force et on décide qu'on fait ce qu'on veut. C'est pas ça. Ça veut dire qu'on se réunit et qu'on essaye d'examiner la situation ainsi créée. Bon, ça n'est pas ce qui a été fait par les macronistes. On a alerté tout ce qu'on pouvait avant mai 2024, où il y a eu la décision d'un report des élections qui sont les élections provinciales en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. On a alerté, on a dit qu'il ne fallait pas passer en force, on a fait tout ce qu'on a pu pour lancer l'alerte à l'Assemblée nationale. Personne ne nous a écoutés, ni les macronistes, ni le Rassemblement national. Ils ont tous voté comme un seul homme pour le dégel du corps électoral et pour le report des élections une première fois, des élections provinciales. Et ensuite ont eu lieu les événements que vous connaissez en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, avec 15 morts, des dizaines et des dizaines de blessés, une perte pour l'économie qui est évaluée entre 15 et 20% du PIB, enfin bref, une catastrophe, quoi. Et ça, c'est typiquement ce qui se passe quand on essaye de passer en force dans une situation coloniale. Et là, on arrive à la fin de l'année 2025, on arrive au moment où le deuxième report des élections devait nous emmener. Donc là, normalement, il doit y avoir des élections provinciales. Et on nous dit que comme on n'a rien préparé, il faut de nouveau reporter les élections provinciales. Pourquoi ils nous disent ça? Qu'est-ce que c'est leur problème avec ces élections provinciales? Leur problème, c'est que comme il y a eu les événements récents en Kanaki, Nouvelle-Calédonie, comme il y a eu des discussions qui ont abouti sur un projet d'accord de Bougival, et bien comme il y a eu tout ça, ils se disent ouais, peut-être qu'il y a moyen de moyenner, qu'on peut faire signer les accords de Bougival par tout le monde, qu'on peut dégeler le corps électoral, qu'on peut faire une loi constitutionnelle, et puis que comme ça, la prochaine fois qu'il y a des élections provinciales, on a dégelé le corps électoral, c'est bon, c'est réglé, ça donne l'avantage, dans leur tête, mais c'est même pas sûr, ça donne l'avantage aux loyalistes, c'est-à-dire à ceux qui veulent rester rattachés à la France, au détriment des indépendantistes. C'est ça leur logique. Donc leur logique, c'est qu'il n'y ait pas d'élection tant qu'ils n'ont pas le bon peuple, tant qu'ils n'ont pas le bon corps électoral qui leur correspond bien et dont ils pensent qu'ils peuvent obtenir des victoires. Sauf que ça, c'est pas la démocratie, hein. Ça marche pas comme ça, la démocratie. Et du coup, là, ils sont en train de faire un nouveau passage en force contre l'avis des indépendantistes et notamment du FLNKS, qui est le plus gros parti indépendantiste localement. Là où ça devient très grave, c'est que nous, on a fait ce qu'on a pu, on a alerté, en commission, on a défendu nos arguments, on leur a dit qu'ils étaient enfin, qu'il fallait pas faire ça, on a fait tout ce qu'on a pu, et une fois qu'on a épuisé tous les recours qu'on avait
de discussions parlementaires pour essayer de les convaincre. On s'est dit qu'on n'arriverait pas à les convaincre, donc on a décidé de faire un barrage contre le texte en déposant 1600 amendements. Et comme ça a obligé à étudier le texte tellement longtemps qu'on ne pouvait pas repousser les élections. En gros, c'était un barrage pour faire en sorte que les élections aient lieu en temps et en heure. C'est pas mal quand même comme stratégie parlementaire. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on a fait et on a évidemment fait ça en se disant bien que c'était le seul moyen qui nous restait. Et alors là, ils ont fait le pire truc possible, ils ont refait le coup de la loi du plomb. C'est-à-dire que les macronistes ont déposé sur leur propre texte une motion de rejet préalable pour qu'ils votent pour le rejet du texte, c'est-à-dire comme si on avait voté contre le texte, et que le texte aille dans une commission mixte paritaire et que ce soit de nouveau les sénateurs et les députés dans leur petit groupe qui décident tout seuls. Sauf que du coup, eh bien, ils ont gagné, donc ils ont réussi à repousser le texte. Mais pourquoi ils ont gagné? Parce que le Rassemblement national a été leur complice. Et oui, le Rassemblement national, une fois encore, a sauvé les macronistes des insoumis et d'une stratégie parlementaire qui était une stratégie parlementaire efficace. Que s'est-il passé? Donc, vote de la motion de rejet préalable et le Rassemblement national. Alors franchement, écoutez le discours du mec du Rassemblement national, c'est un discours de colon plus. Mais le Rassemblement national, comme c'était une motion de rejet sur le texte, ils ont dit, fidèle à ce que nous voulions faire, eh bien nous allons rejeter le texte. Ils savaient très bien qu'en rejetant le texte avec la motion de rejet préalable, ça revenait à donner le point aux macronistes et à leur permettre d'aller en commission mixte paritaire. Mais comme ils ne voulaient pas s'embêter avec le débat d'un texte et devoir défendre leur position, eh bien, ils ont voté une nouvelle fois avec les macronistes. Donc, quel signal ça envoie de l'Assemblée nationale? Ça envoie le signal que toute une partie de l'Assemblée nationale, de nouveau, s'oppose à la position des indépendantistes. Vraiment, ils auront fait tout ce qu'ils pouvaient, tous, pour que la situation de tension soit à son maximum. Et nous, on aura fait ce qu'on pouvait pour que la situation ne se tende pas, justement. Et j'espère que la situation ne se tendra pas en Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Je dis à celles et ceux qui m'écouteraient depuis ce territoire que je leur apporte ma pleine solidarité et qu'on pense très fort à vous. Et que pour ceux qui partagent mes opinions sur le sujet, qui sont fidèles aux accords de Nouméa et qui sont dans la logique indépendantiste et notamment à ceux du FLNKS, eh bien je vous dis, on a fait ce qu'on a pu, on n'a pas réussi, mais on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Il y aura le retour du texte après la commission mixte paritaire, on verra où on en sera à ce moment-là, mais vous pouvez compter sur nous pour continuer à faire le travail et d'explication et politique que nous faisons sur ce sujet. Voilà ce que je voulais vous dire cette semaine. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche. Je vous invite aussi, n'oubliez pas à me dire dans les commentaires quelles sont les idées reçues sur la France insoumise auxquelles vous êtes souvent confrontés. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos.